Comment bien utiliser la scie circulaire? C'est la deuxième partie. Oui, j'ai fait une première partie qui était un petit peu longue, donc j'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour que ce soit un petit peu plus digeste. Sur la première vidéo, donc on est là, hein, on est bien d'accord, tu débutes avec la scie circulaire, donc je t'invite à aller la voir avant de visionner celle-ci. Dans la première vidéo, je t'explique comment la prendre en main, je t'explique les principaux réglages et je te donne déjà quelques conseils d'utilisation, en particulier pour organiser l'espace de travail. Sur cette deuxième partie-là, on va voir vraiment les coupes en vrai. Mais ma priorité reste quand même justement l'organisation de l'espace de travail. Ça reste un outil dangereux et les accidents arrivent parce que justement on coupe un peu n'importe comment. Hein, donc c'est pas tant la technique pour couper parce que la scie elle fait son boulot, c'est comment je m'organise pour utiliser cet outil dans les meilleures conditions pour préserver ma sécurité. C'est parti, on y va. Coucou les filles et les garçons qui nous rejoignent de plus en plus nombreux. Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on progresse et on apprend en bricolage pour devenir autonome à la maison. Si tu débarques... Abonne-toi, il se passe des trucs. On commence par une coupe simple. Alors, je suis sur l'établi, j'ai ma pièce de bois, j'ai tracé ici mon trait de coupe et je veux donc enlever cette petite partie. J'ai mis un premier serre-joint ici, je vais en mettre un deuxième au bout. Voilà, ma planche est bien fixée. Je n'ai rien autour qui va me gêner pour couper. Sur la machine, la planche fait 3, j'ai donc adapté la hauteur de plateau, comme on l'a vu sur la première vidéo. Tout est prêt, je m'équipe. Donc, c'est une coupe droite ici. Je vais prendre le premier cran de guidage. Je veux me séparer de cette partie-là, donc je vais venir à l'extérieur de mon trait de crayon. Sinon, encore une fois, ma mesure là ne sera plus bonne. Ah, je viens me caler là comme ça. Je suis un petit peu en arrière. Je démarre la machine. J'ai vérifié que dessous, il n'y a pas de souci. Je vais donc, parce qu'une fois que la machine va être en route, tu m'entendras plus. Hein. Je vais partir, garder bien le socle à plat et continuer mon geste jusqu'à la fin de coupe. Voilà, alors, tu as vu le carter qui se relève au fur et à mesure de la coupe. Hein, si j'avais enlevé la scie en plein milieu de la coupe, il se serait tout de suite remis en sécurité. Voilà pour une coupe simple.
Maintenant, imaginons que je souhaite faire une coupe donc en biais. J'ai réglé la machine sur un angle de 45 degrés. Je vais donc me servir du deuxième petit cran de guidage. Je viens là. De la même façon, je vérifie un peu au niveau de la lame et c'est parti. Là, tu vois, j'ai coupé vraiment sur le champ en angle. Et donc ça, c'est très pratique quand tu veux faire des assemblages en angle, évidemment, que ça soit super propre, hein, de venir, tu vois, avec un morceau évidemment inversé. Là, tu as un angle parfait. On va voir maintenant comment faire une coupe bien droite. Alors pour ça, je te l'ai dit dans la première vidéo, il y a livré avec la machine un petit guide Rikiki que j'ai paumé. Et je te disais, je te le mets en photo pour au moins te le montrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé au montage. Bon, il a disparu. Donc, je te le remets là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, ce petit guide, pratique au demeurant. Hein, on a vu comment on l'installait à l'avant. Sauf qu'il touche vite ses limites. La première des limites, c'est celle-ci. Je veux découper cette bande de bois, là. Je peux me servir du guide parce que c'est pas une grosse portion. Par contre, je dois m'assurer que le champ sur lequel je vais la poser soit parfaitement droit déjà. Parce que si c'est pas le cas, si c'est une coupe que j'ai faite moi, un peu à la va-vite comme ça, et là, le guide, lui, il va suivre, hein, là, et la machine aussi. Donc, je te dis pas la coupe à l'arrivée, hein, la cata. Donc, il faut absolument que tu sois sûr que ta coupe soit hyper droite ou une coupe d'usine. Là, il n'y a pas de doute. C'est la première limite du petit guide. Et puis après, si tu veux faire une grosse découpe, enfin sur une largeur importante, ben, le guide, il ne pourra pas. Donc, dans tous les cas de figure, il faut que tu saches te débrouiller en fabriquant un guide. Alors, pour ça, tu retournes la machine. Tu vas venir, pour prendre ton mètre ruban, sur le bord externe du plateau, le plus près de la lame, et tu vas venir chercher le bord externe de cette lame, qui est quand même très épaisse, hein. On l'a vu, elle fait 2,2 mm. Donc là, je suis à 3,7. Par précaution, si vraiment tu as besoin d'un truc très précis, je t'invite quand même, c'est une habitude à prendre, parce que le mètre ruban, bon, hein, à prendre une règle souple. Là, je simule un appui comme si le guide était déjà opérationnel. Je viens poser ma règle dessus et je vérifie, j'ai bien 3,7. Une fois que j'ai cette mesure, je peux reposer la machine. Je vais donc reporter ces 3,7 à partir de mon trait de coupe, hein, là, et puis je vais venir tracer avec mon guide. Alors, le guide, moi en général, je fais avec une règle de maçon pour une raison identique à ce que je t'ai expliqué auparavant, c'est que je suis sûre que le champ est parfaitement droit. Mais tu peux aussi te servir d'un tasseau ou de pièces éventuellement de cornières de métal, enfin ce que tu veux à partir du moment où c'est droit. Alors moi j'ai ma règle de maçon que je vais donc venir installer ici et qui va permettre à la machine de se déplacer bien droit. Alors pour l'installer, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Là je travaille sur l'établi, j'ai posé la pièce de bois, je sais qu'ici je peux couper, j'ai mis un premier serre-joint là pour tenir la planche. Mais une fois que j'aurai mis le guide en place sur mon trait, il va falloir trouver quelque chose pour le maintenir fermement. Donc de ce côté-ci, c'est pas difficile. Je me mets volontairement hein, les serre-joints le plus éloigné de l'endroit où va passer la machine parce qu'elle est large la machine. Hein, donc il faut y penser pour pas avoir à défaire et refaire tous les placements de serre-joints. Donc là, ici, alors je fais un petit peu vite pour les besoins de la caméra. Hein, en temps normal, je t'invite vraiment à être
précise et précis sur l'endroit où tu prends là, bien vérifié, parce que 1 mm ou 2 mm, ça peut avoir des conséquences. Alors c'est ici que la chose se corse, parce que je serais tentée de dire, eh ben je fais pareil, hein, je mets mon serre-joint là, et puis vas-y que je tout. Sauf que là je suis en fin de course, tu vois, le serre-joint est sur ma route. Et hein, si tu as vu la première partie de la vidéo sur la scie circulaire, et il faut pouvoir sortir hein, avec le travail de la lame entièrement. Donc ça ne va pas. Alors comment on fait? Et ici, quand on débute, c'est là que des fois on peut mettre en place des choses un petit peu inadaptées et faire des conneries. Alors, je t'invite chez toi, tu commences à bricoler, à garder toutes sortes de chutes, tu vois, des épaisseurs différentes, des longueurs différentes, des trucs, des machins, ça sert toujours. Tu prends un cajot, tu jettes ça en vrac et quand on a besoin, tu viens pocher dedans. Là, j'ai une épaisseur de planche, tu vois, qui est à peu près similaire. J'ai choisi ce morceau-là que je vais venir glisser dessous, là, qui va faire un peu comme une prolongation de la planche, sur lequel, comme j'ai plus d'avancée, je vais pouvoir venir mettre mon serre-joint au plus loin de la sortie de la machine. Donc je viens carrément le plus loin possible. Je prends la table, la pièce de bois et le guide. Je prends tout. Voilà. Donc là, je sais que je ne suis pas gênée pour finir ma coupe. Ma pièce de bois est sécurisée parce que le morceau que j'ai mis là va venir faire une résistance si toutefois avec la machine ou si ma pièce bougeait. Là, comme j'ai serré là, ça vient coincer et ça ne peut pas bouger. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. On s'équipe et on est prêt. Alors, on vient positionner la machine sur le guide et normalement, mon cran de guidage ici est aligné sur mon trait de coupe. Je m'apprête à démarrer et on se retrouve après parce qu'on ne va plus rien entendre. Voilà, on enlève le fourbi, rien n'a bougé et j'ai ici une coupe qui est parfaitement droite, pas de moustache au départ ni à là, et je peux vérifier ici le morceau qui a été coupé. Voilà. Le point sécurité, vraiment, écoute bien ce que je vais te dire là. Tu veux couper, on est tenté, hein. On prend le morceau de bois, on dit, allez hop, il faut que je coupe. Je vais séparer cette planche en deux, à peu près au milieu. Je mets mes tréteaux et vlati pas que c'est parti, je prends la scie, je coupe. C'est là que réside le plus grand danger. Pourquoi? Parce que là, j'ai une planche qui fait, c'est de l'aggloméré, ça fait 3 cm, ça pèse quand même. Mais que ce soit une planche légère, peu épaisse ou une planche lourde et de plus grande épaisseur, le phénomène sera le même. Il sera amplifié avec le poids, mais le phénomène sera le même. C'est-à-dire que à partir du moment où tu décides de couper une pièce de bois avec simplement 2 supports, quand la coupe est quasiment terminée, les 2 morceaux sont presque désolidarisés, ils vont avoir une tendance naturelle à partir vers le bas, à s'affaisser, puisqu'ils sont là en équilibre. Hein. Ils vont partir ou vers le bas, ou peut-être vers le haut, mais plus généralement vers le bas. Et donc, ces 2 morceaux de bois-là vont créer une pression sur la lame. Et la lame, elle n'est pas habituée à ça. Il lui faut, elle tranche. Hein. Elle a de l'espace et elle travaille comme ça. Ce point de pression-là est très dangereux parce que le risque est fort que la lame brusquement se bloque. Et si la lame se bloque, alors tu auras probablement un effet de rebond qui peut être plus ou moins important. C'est-à-dire que la machine d'un seul coup va partir, va se bloquer et va partir en arrière. Au mieux, elle se bloque et elle reste coincée dans la planche. Au pire, elle décolle. Donc,
Il faut absolument éviter cette organisation de travail comme ça. C'est pas suffisant. Donc regarde sur ce dessin. Ça, c'est la situation telle que tu l'as vue. 2 tréteaux et une planche à découper. C'est pas suffisant. Donc ce que je viens de t'expliquer, c'est ça. Hein, un affaissement des morceaux de bois qui vont créer donc une pression, une compression de la lame qui va se bloquer et peut-être rebondir. Donc il faut que tu t'organises au niveau du travail pour avoir 4 points d'appui quand tu veux découper en son milieu ou un gros morceau de planche. Alors si tu as une très longue planche, tu peux prendre 4 tréteaux. Mais tu as vu, les tréteaux, il y a quand même, au niveau des pieds, il faut vachement de place. Donc peut-être que les tréteaux ne sont pas toujours la solution la plus adaptée pour faire ce type de coupe. En tout cas, à 4 points, en mettant 2 supports au plus près de l'endroit où va passer la lame, va te garantir d'avoir une stabilité sur toute la continuité de la coupe. On vient de voir donc l'affaissement des plaques vers le bas, mais il y a aussi un cas de figure au contraire, ça va venir, ça va s'élever, ça va repartir vers le haut. Ça concerne le cas où tu auras une pièce de bois très longue et ou très lourde. C'est-à-dire que si tu mets tes 2 seuls supports ici, que tu les mets très près de l'endroit où tu vas couper, une fois que la coupe va être bien engagée, ce qui va se passer, c'est que par le poids ou la simple longueur, les planches, de la même façon, vont commencer à s'élever par le haut. Et on va se retrouver avec le même phénomène de compression de la lame, de blocage, voire de rebond. Donc, on en revient exactement à la même situation, c'est-à-dire qu'il faut 4 points de support, 2 au plus près de la coupe et 2 autres, tréteaux ou autres, qui puissent stabiliser les 2 morceaux de pièces de bois que je vais couper. Donc tu dois y penser dans un cas comme dans l'autre. Petite ou longue pièce de bois, lourde ou légère, c'est pareil. Il faut absolument que tu respectes cette règle de sécurité. Alors pour respecter cette règle de sécurité, hein, sachant que nous on n'est pas équipés comme les menuisiers avec des machines prévues pour ça, on doit réfléchir l'environnement. Ici, petite planche, sur cet établi, je pense qu'ils le font tous, on peut écarter plus ou moins les deux montants. Si j'avais nécessité de couper au milieu ici, avec mes serre-joints de chaque côté, voire aux 4 coins, je peux tout à fait, en faisant attention évidemment de bien régler la lame pour ne pas attaquer le métal hein, quand même, de couper ici avec la machine sans aucun problème, puisque mon support là sont suffisamment larges pour éviter que les 2 morceaux soient en déséquilibre. Dans ce sens-là, et encore plus, encore mieux, là, hein, si je m'étais mis là, je coupe en son centre, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que j'ai plus de longueur, plus de largeur et que j'ai un gros morceau qui reste dans le vide, alors il faut s'organiser différemment. On va voir comment on peut faire. Alors, comment on s'y prend pour respecter cette règle de sécurité, pour faire une coupe au milieu d'une planche ou sur un gros morceau, pour aménager de manière à ce qu'on ait ces 4 supports de sécurité pour éviter l'affaissement vers le bas ou plutôt vers le haut si les planches sont très longues ou très lourdes. J'ai mis en place là une situation problème. On a une planche qui fait 65 de long et puis 65 de large. Alors, elle est sur l'établi pour 35 cm. C'est à l'endroit où je vais couper. Et j'ai 30 cm dans le vide. Donc c'est sur ces 30 cm qu'il faut que je porte toute mon attention pour réfléchir comment j'organise mon espace de travail de manière à ce que ces 30 cm de planche sur 65 de long restent parfaitement stables tout le long de la coupe. Alors je te montre ici comment je me suis débrouillée en sachant que à la maison, on n'est pas menuisier, on n'a pas forcément évidemment la table qui permet de travailler le bois avec tout ce qui est prévu pour couper comme ça. Il faut se démerder sans perdre de vue que c'est important de prendre ce temps-là. Là, je m'adresse à tous les impatientes et les impatients qui vont dire au bout d'un moment, bon ça va bien, hein, pour une coupe, allez hop, j'y vais. Eh ben non, il suffit d'une coupe où la lame se coince, tu vas te faire la frayeur de ta vie avec un phénomène de rebond. Regardons comment j'ai aménagé l'espace.
Voilà, alors, tu vas te dire, bouh, mais quelle usine à gaz. Oui, mais bon. Donc, j'ai profité de mon petit établi. J'ai donc 30 cm ici. J'ai pris mes 2 tréteaux. Alors, j'en avais 3, j'en ai pété un il n'y a pas longtemps. J'ai pas de bol parce que il m'en reste 2 qui sont déjà pas en très très bon état, mais qui sont surtout pas de la même hauteur. Ça m'a compliqué un peu le truc. J'ai mis les tréteaux dans ce sens-là, au plus près du trait de coupe. Simplement, j'avais une différence entre l'établi et le tréteau à peu près de ça. Donc dans ces cas-là, il faut trouver de quoi surélever ou au-dessus ou en dessous. Ou les deux. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis déjà en bas, tu vois, 2 tasseaux qui permettent de relever les tréteaux. Mais ça ne suffisait pas. Donc de ce côté-ci, là, qui était un petit peu plus bas, parce que celui-là est un peu plus haut, j'ai trouvé une planche que j'ai glissée donc au plus près du trait de coupe et que j'ai maintenue avec un serre-joint. De l'autre côté, il m'a fallu trouver une autre pièce de bois. Là, j'ai un peu galéré parce que je trouvais pas dans mon fourbi quelque chose qui correspondait bien. Et j'ai mis le serre-joint suffisamment loin de manière à ce que le passage de la machine puisse se faire. Dans cette configuration-là, 2 serre-joints ici, l'établi sur la partie des 35 cm est très stable, évidemment. Là, l'ensemble, tu vois, ne bouge pas. Je vais donc pouvoir couper dans de très bonnes conditions. Voilà, tout est stable. Si toutefois, on va voir ce qui se passe, hein. Je sens une résistance forte à ce moment-là, impérativement, il faut s'arrêter. Si la lame n'a plus l'espace dont elle a besoin pour trancher, découper normalement, la machine va commencer à résister. Et dans ces cas de figure, surtout ne force pas en disant « bah je suis presque au bout là, alors… » Non, parce que c'est là où il peut y avoir cette fameuse compression et le rebond. Donc, si ça t'arrive, tu t'arrêtes, tu enlèves la machine et tu regardes un peu ce qui se passe, tu réajustes peut-être ton espace de travail. Allez, on y va, il n'y a pas de raison, là tout est en place. J'allume l'aspirateur. Ici, nos problèmes, la coupe s'est bien passée, rien n'a bougé. Il y a juste, elle s'est un petit peu surélevée, c'est normal puisque les deux planches sont maintenant indépendantes, mais je n'ai senti aucune résistance. Pour moi, là, c'est une coupe qui s'est super bien passée, où je ne me suis pas mis en danger et qui en plus, sans guide, est droite. Voilà, tu es désormais prête ou prêt à utiliser la scie circulaire en toute sécurité. Attention, nouvel outil, donc nouvelle sensation. Avant d'attaquer ta fabrication ou ton petit chantier ou gros chantier, donne-toi quand même un petit peu de temps pour faire quelques essais, histoire de te sentir à l'aise avec cette machine qui reste encore une fois dangereuse. Salut!